Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier rendez-vous, cette première édition des grands entretiens de la raison d'être, qui réunit à mes côtés 3 invités pour débattre de cette question. La raison d'être offre-t-elle un nouveau modèle de performance ? Avant de vous les présenter, je dois vous dire que ces grands entretiens sont nés d'une envie commune, partagée, entre l'agence Mars at Work et l'Institut de droit des affaires d'Aix-Marseille Université, de parler, d'interroger, d'enquêter, de recueillir le témoignage de celles et ceux directement impliqués sur ce sujet de plus en plus central, qui plus est après des mois d'épidémie, la raison d'être. Pour mémoire, la raison d'être est une notion au cœur de l'avenir des entreprises et de leur transformation. Et c'est une notion qui apparaît aujourd'hui dans la loi, plus précisément dans la loi Pacte, qui incite les entreprises depuis 2019 à définir et à inscrire dans leur statut leur mission extra-financière, autrement dit, à formuler ce que les entreprises entendent apporter à la société au-delà de leur performance économique et financière. Depuis l'adoption de la loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises en mai 2019, 2 sessions d'assemblée générale annuelle ont permis à un certain nombre de sociétés de proposer à leurs actionnaires l'inscription d'une raison d'être dans leur statut. On en a vu fleurir, que ce soit du côté de la Maïf, l'entreprise pionnière et ouvertement assureur militant, à Renault qui nous promet de rendre la mobilité durable et accessible à tous, partout dans le monde, ou encore à Philip Morris qui se déclare prêt à aider les fumeurs pour arrêter de fumer. La loi a gravé la responsabilité sociale et environnementale directement dans les codes civils et du commerce et a également créé un statut de société à mission particulièrement contraignant, mais qui peut, nous en discuterons, sans doute offrir de nouvelles opportunités aux entreprises. 2 ans après la promulgation de cette loi, qu'en est-il de la sensibilisation des entreprises, des salariés ? Comment cette notion s'est-elle installée dans le débat public ? Quelles stratégies intimement liées à la notion de raison d'être permettent de changer les pratiques actuelles ? Comment passer d'une déclaration d'intention à des faits observables, quantifiables ? Quel avenir pour le statut d'entreprise à mission ? Quelles nouveautés au pays de la RSE ? Ou encore, comment former de nouvelles générations spécialisées sur toutes ces questions ? Pour esquisser des éléments de réponse, j'ai donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau mes 3 invités. Karine Kroos, directrice du développement durable, en charge des engagements ESG du groupe Veolia. Marc Mossé, président de l'Association française des juristes d'entreprise et directeur des affaires juridiques et publiques chez Microsoft Europe et professeur associé à l'Université Aix-Marseille Université. Et enfin Christian Nouel, avocat à la Cour, associé du cabinet Gide, co-animateur de l'activité ESG et président de la Fondation Croissance Responsable, hébergée par l'Institut de France. Je vais vous interroger, mais tout d'abord, pour amener des premiers éléments de contexte, je vous propose de regarder cette courte séquence vidéo. Christian Nouel, je vais commencer par vous. Comment cette notion de raison d'être, quasiment philosophique, doit-on l'appeler notion, a-t-elle émergé dans le droit et comment la raison d'être, à quel besoin la raison d'être est-elle venue répondre ? Alors, en fait, il y a une évolution assez constante depuis, je dirais, le début du siècle. Alors, ça paraît un peu suranné de parler début du siècle, mais on va dire depuis la fin des années, début des années 2000, où l'entreprise, où les chefs d'entreprise, à mon avis, a pris conscience qu'elle devait avoir un rôle à jouer dans la société, que la financiarisation de l'économie avait engendré finalement un certain nombre d'effets pervers. Et on a constaté un certain nombre de mouvements,
tant en Europe qu'aux États-Unis. On considère que que les États-Unis sont très en avance sur ce sujet avec les bicorps, mais en fait, la Commission européenne et l'Europe, c'est dès la fin des années 90, début des années 2000, c'est vraiment intéressé à la question, a publié beaucoup de rapports sur justement le rôle de l'entreprise et sa place dans la société. Et d'ailleurs, on voit assez bien que en fait, l'Europe a été plus en avance que tout le monde sur ces sujets-là, puisque la directive sur la communication extra-financière date de 2004, à ma connaissance. Ça venait en fait dans le prolongement de réflexions où en fait, on commençait déjà à traiter des externalités positives ou négatives de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise doit contribuer au bien commun, mais quel est également son impact sur la société? Alors, par qui étaient portées ces réflexions? Par la Commission européenne, par la Commission européenne. Bon. Et ce qui est assez intéressant et malgré tout un peu dommage, c'est que la Commission européenne a beaucoup travaillé sur ces questions, mais en fait, elle a peu légiféré. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, mais en fait, les directives sont arrivées assez tard, sauf la directive sur la communication extra-financière qui date de 2004, mais tout ce qu'on voit aujourd'hui, le devoir de vigilance, gouvernance durable et responsable, c'est des directives qui vont sortir prochainement, mais qui auraient pu sortir bien en avant. Les États-Unis, eux, ont eu une approche un peu différente, mais je pense que c'est un peu sociologique, ou c'est un peu aussi... Compte tenu du rôle de l'État dans la société, la France et l'Europe ont plutôt des États-providence, alors que les États-Unis n'ont pas du tout cette notion d'État-providence. C'est dans des États comme la Californie, par exemple, qui étaient des États qui étaient très innovants. Beaucoup d'entreprises se sont aperçues qu'elles laissaient sur le carreau beaucoup de collaborateurs, parce que l'innovation allait plus vite que la formation, en quelque sorte. Et donc, un certain nombre d'entreprises se disaient, on ne peut pas laisser tous ces gens... finalement, qui nous ont aidés dans notre première phase de croissance, deuxième phase de croissance, on ne peut pas les laisser sur le carreau. Donc, ils ont créé beaucoup de programmes sociétaux. Vous avez une société qui s'appelle Salesforce, par exemple, qui a mis en place le programme 1-1-1, qui est 1% des profits, 1% du chiffre d'affaires, ou 1%, bon bref, je vous dis le dernier pourcent, mais qu'importe, pour aider des personnes en difficulté et les former et les remettre dans la vie active. Vous avez l'entreprise évidemment emblématique qui est Patagonia, qui depuis très longtemps a compris, et d'ailleurs son slogan a dit surtout n'acheter qu'un seul vêtement et éviter la consommation de masse. Donc c'est assez contre-intuitif d'avoir une entreprise dans la mode qui dit acheter un vêtement pour la vie plutôt que d'acheter un... Était-ce lié aussi à une culture plus philanthropique en fait qu'on... Je pense que... Alors, il y a beaucoup de raisons à ça, mais je pense que... personnellement, je pense que le fait que... Bon, déjà, la Californie, c'est déjà un État où les gens ont toujours été un peu plus en avance. Il y a un courant de pensée un peu différent des autres États américains. Mais le fait qu'il n'y ait pas cet État-providence et qu'il y ait cette accélération de la croissance et l'accélération d'un déclassement d'une partie importante de la population a, de mon point de vue, suscité un intérêt croissant de l'entreprise de s'intéresser à son écosystème et à la société. Marc Mousset, vous avez suivi depuis le début l'émergence de ces questions-là. Comment vous avez suivi ce sujet? Alors, en France, pour rester sur la France, parce que Christian a bien décrit le mouvement aux États-Unis, je pense qu'en France, il y a un mouvement qui s'est passé en deux temps. Il y a toujours eu historiquement, pour les entreprises et l'État, un rapport qui pouvait être parfois un peu difficile. Et on pensait que les entreprises n'avaient pas forcément un rôle à jouer dans l'intérêt général, ni dans sa définition, ni dans sa mise en œuvre. Mais ces choses-là ont changé. Et d'une certaine manière, on a accéléré en France et en Europe, mais en France en particulier. Il y a la loi Pacte, le devoir de vigilance. Et d'une certaine façon, ce mouvement législatif a montré que la contribution des entreprises, quelle que soit leur taille, à la mise en œuvre de politiques d'intérêt général est quelque chose de largement accepté désormais. Pendant longtemps, il y avait sans doute, on peut dire une petite friction, une petite tension, on considérait, y compris dans notre culture économique et philosophique et politique, que l'entreprise n'avait pas sa place dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît que l'entreprise, les entreprises, sont des acteurs qui contribuent à l'intérêt général et avec lesquels on doit travailler, qui sont une partie prenante, pour reprendre l'expression d'aujourd'hui, qui sont une partie prenante d'un modèle économique dans lequel des politiques publiques nécessitent la contribution de tous les acteurs,
la société civile, les ONG, mais les entreprises également, et l'État a appris à travailler avec elles. Et ça, c'est un mouvement qui s'est traduit dans la législation, mais qui est aussi, et c'était le rapport Nota-Sénat, qui est finalement aussi un mouvement intellectuel qui s'est installé dans notre pays, d'une certaine manière, qui montre que notre rapport au capitalisme, en Europe et en France en particulier, a largement changé, et on considère, et la raison d'être en a une traduction, que les entreprises sont des acteurs, des parties prenantes de l'intérêt général. C'est là où je voulais vous emmener, c'est-à-dire Christian Noël, est-ce qu'on peut parler de capitalisme responsable ? Oui, on va, bien sûr, mais je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire, Marc. En fait, les gens pensent que en fait, c'est un régime contraignant et que les entreprises sont rentrées à reculons dans la loi Pacte. Pas du tout. En fait, il y a eu beaucoup de sondages qui ont été publiés en amont de la loi Pacte où en fait, les entreprises demandaient en fait, ce régime parce qu'elles avaient besoin de s'engager envers la société tout en étant encadrées et protégées. Et c'est l'objet de la loi Pacte. Sous la loi Pacte, en fait, elle protège, enfin, c'est en tout cas l'un de ses gros avantages, de mon point de vue, c'est qu'elle protège le dirigeant de l'entreprise engagée. Parce qu'elle peut être engagée tout en ayant un objet social élargi. Or, avant, c'était un peu compliqué, parce que est-ce qu'une entreprise peut s'engager pour le bien commun si elle est... Bon, bref, donc, c'est de ce point de vue-là, ça répondait à une attente, et il y a eu, je pense, un message un peu brouillé. On a cru que les entreprises étaient hostiles, mais en fait, pas du tout. Je pense qu'elles n'étaient pas du tout... Enfin, je sais pas, on peut échanger là-dessus, mais je pense qu'elles étaient très contentes d'avoir la loi Pacte qui arrivait, parce que ça leur permettait justement de faire ce qu'elles avaient envie de faire en la matière. Alors c'est une bonne transition, oui, avec vous, Karine Kroos. Je sais qu'Antoine, enfin nous savons tous qu'Antoine Frérot chez Veolia fait partie de l'un des pionniers sur ces questions-là. À quand, j'aimerais vous poser la question, à quel moment vous avez rencontré ce sujet de la raison d'être dans votre parcours professionnel ? Alors, chez Veolia, en effet, c'est quelque chose qui est présent depuis assez longtemps. Pour rebondir sur ce que disait Christian, en effet, la loi Pacte, il ne faut pas oublier que c'est une option. C'est-à-dire que personne n'oblige une entreprise à se doter d'une raison d'être, c'est une option, ce qui est assez rare dans la loi. La loi, d'habitude, fixe davantage les obligations. Donc, en effet, comme disait Christian, les entreprises n'y sont pas allées à reculons. Moi, je travaille chez Veolia depuis 2012 et j'ai toujours entendu notre PDG, en effet, Antoine Frérot, qui est très investi sur ces sujets, justement mener ce combat, quelque part, d'un nouveau capitalisme plus ouvert, plus inclusif, avec notamment la raison d'être. Nous, chez Veolia, on aime bien à dire que cette notion de raison d'être, de capitalisme plus inclusif, est une notion évidemment très moderne. On en est tous conscients, c'est l'objet du débat aujourd'hui. Et en même temps, quelque chose qui puise ses racines dans des choses assez anciennes. Donc c'est à la fois moderne, parce qu'il y a eu différentes phases du capitalisme. On a eu le capitalisme patrimonial, ça c'était au début du XXe siècle. On créait notre entreprise, un de nous trois, c'était notre entreprise. On la faisait fructifier, on en tirait les dividendes. Bon, c'était assez facile. Le capitalisme actionnarial, où là, c'est des actionnaires qui mettent des dirigeants en place pour en retirer les fruits. C'est là où on a senti les limites, en effet, de est-ce que c'est légitime ou pas que l'intégralité, quelque part, des bénéfices de la création de valeur au sens large aille chez les actionnaires. Et puis, ce nouveau capitalisme, celui de la raison d'être, où, en effet, l'entreprise doit dire à quoi elle sert à la société, à quoi elle sert la planète, ses territoires, ses salariés, ses fournisseurs, ses clients, et donc, quelque part, à repartager cette valeur. Et c'est là où c'est quelque chose d'assez moderne et en même temps d'assez ancien, parce que toutes les entreprises qui existent depuis longtemps savent que si elles ne sont pas acceptables au plan social, politique, environnemental, elles ne vont pas durer dans la durée. Alors peut-être un mot sur la naissance, sur l'histoire de la raison d'être chez Veolia. Nous, c'est à la fois un combat que notre PDG a mené quelque part à titre personnel. Il présidait aussi l'Institut de l'entreprise, donc il a beaucoup milité en effet dans les travaux préparatoires qui ont donné lieu à la loi Pacte. Et puis Veolia s'est doté depuis 2019 d'une raison d'être, qui est de participer notamment au progrès humain en s'inscrivant dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. Et on s'est doté aussi de toute une série d'outils dont on pourra peut-être reparler pour décliner cette raison d'être, pour qu'elle ne reste pas, comme vous le disiez au début, quelque chose peut-être d'incantatoire ou de stratégique, d'intellectuel, mais quelque chose de concret. Donc ça, on pourrait y revenir, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant de voir après comment on déploie cette raison d'être pour qu'elle aille vraiment au plus près de l'organisation, surtout sur un groupe comme Veolia, où on a 200 000 salariés. Il faut que tout le monde comprenne et soit investi et convaincu de cette raison d'être. Après ces premiers éléments de réponse, je vous propose de nous intéresser plus précisément au déploiement de la raison d'être dans vos organisations respectives. Tout de suite, un second film.
on en parlait à l'instant, Karine Kroos. Comment déploie-t-on une idée très abstraite, très générale, sur le terrain ? Comment une idée, comment déjà se construit la raison d'être ? C'est-à-dire, généralement, on interroge des parties prenantes et les salariés pour écrire ce message-là, et ensuite, comment on déploie, comment on partage avec tout le groupe cette idée-là. Exactement, je pense que c'est une démarche en 3 temps. Le premier, en effet, c'est de définir sa raison d'être. Ça peut sembler facile comme ça, mais il faut la définir. Nous, chez Veolia, en effet, on a associé l'ensemble de nos parties prenantes. Je crois qu'on a eu plus d'une dizaine de versions de la raison d'être pour être sûr qu'elle corresponde bien aux attentes de l'ensemble de nos parties prenantes, des uns et des autres. Donc, il faut définir une stratégie, la nommer, parce que c'est comme une stratégie d'entreprise, il faut qu'elle soit dite par le président de l'entreprise, qu'elle soit vraiment communiquée officiellement. Et donc, c'est l'avantage de la loi Pacte, c'est d'avoir mis dans la loi la possibilité d'officialiser la raison d'être. Donc, il faut la définir, c'est ce qu'on disait. 2, il faut la déployer. Donc, il faut des actions concrètes, visibles, extériorisables sur la manière dont on déploie notre raison d'être. Nous, un de nos exemples, par exemple, c'est, on a 3 activités chez Veolia. On a l'eau, les déchets et l'énergie. Dans l'activité d'énergie, on a beaucoup de réseaux de chaleur, notamment dans les pays de l'Est en Europe, qui utilisent des centrales à charbon. Donc, évidemment, le charbon, tout le monde le sait, c'est pas l'activité la moins polluante, et c'est un euphémisme. Chez nous, ces réseaux de chaleur alimentés par du charbon représentent 3% de notre chiffre d'affaires, mais 30% de nos gaz à effet de serre. Donc c'est évidemment colossal pour nous. On aurait pu, comme beaucoup d'acteurs, comme on le voit parfois avec des sociétés pétrolières en ce moment, s'en séparer, les vendre à des acteurs non cotés qui ont moins d'obligations réglementaires et qui seraient ravis de récupérer des réseaux rentables, performants, qui existent depuis longtemps. Et on s'est dit que ce n'était pas cohérent avec notre raison d'être, où justement on milite sur toute une série de sujets, dont évidemment la protection de l'environnement. Et donc on a décidé de les garder en interne et de les reconvertir pour les alimenter par des énergies renouvelables. Alors ça, c'est sur des grandes orientations stratégiques. C'est très concret. Ça représente 1 milliard de CAPEX, 1,2 milliard pour être précis, sur la période 2019-2030. Donc chaque année, on met 100 millions d'euros de CAPEX, ce qui est quand même pas rien, pour reconvertir ces réseaux de chaleur. Et donc chaque année, on publie l'avancement de nos investissements et donc la réduction corrélative des gaz à effet de serre. Et j'en arrive au 3e point. Ce qui est important, c'est donc d'avoir des plans d'action ambitieux. On en a toute une série, donc le réseau de chaleur, c'en est un, mais voilà, je ne vais pas monopoliser le temps de parole, on a plein d'autres. Et après, de le publier, de se faire monitorer, de se faire expertiser par des tiers extérieurs indépendants. Parce qu'en effet, quand on parle de greenwashing, de crédibilité, c'est bien de prendre des engagements, il faut les rendre publics, mais il faut aussi que quelqu'un d'autre soit juge de la manière dont on avance. Voilà. Christian Noël, pour revenir à cette première étape qui est la définition de la raison d'être, qu'est-ce qu'une bonne raison d'être ? Comment est-elle bien écrite ? Alors ça, c'est un sujet très compliqué. Moi, personnellement, mais ça, c'est un avis très personnel, déjà, je trouve que la raison d'être, c'est quoi ? C'est en fait une mission, de mon point de vue, une mission sociétale ou environnementale ou sociale que se donne l'entreprise. Donc pour moi, une raison d'être, ce n'est pas nécessairement le prolongement de l'objet social de l'entreprise. C'est quel est l'engagement de l'entreprise envers la société. Donc il faut qu'elle trouve à quoi est-ce qu'elle peut servir d'autre, entre guillemets, que servir ses actionnaires, ses salariés et tout ça. Donc c'est pas nécessairement, enfin c'est lié à son objet social, bien évidemment, mais c'est pas le prolongement de son objet social. Prenez par exemple, je prends une image un peu caricaturale, mais le secteur de l'armement, on ne va pas avoir une raison d'être dans le prolongement du secteur de l'armement. En revanche, le secteur de l'armement, c'est un secteur hautement technologique où il y a certainement des sujets d'empreinte territoriale, des sujets d'insertion de collaborateurs, de formation. Donc, vous pourrez imaginer que ces sociétés-là, si vous voulez, leur raison d'être soit la formation, l'insertion, l'empreinte territoriale et tout ça. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, que moi, je pense que la raison d'être, c'est effectivement très lié à l'entreprise, mais très lié à l'écosystème de l'entreprise et à la mission que se donne l'entreprise dans son écosystème. C'est en ça où c'est intéressant chez Veolia. Je pense que l'empreinte territoriale, c'est certainement un sujet très important. La formation des collaborateurs, c'est également très important. La responsabilité éducative de l'entreprise, ça doit être également très important. Voilà, c'est en ça où je trouve que la raison d'être est intéressante. Mais en revanche, je trouve que c'est dommage d'avoir une raison d'être qui n'est que le prolongement de l'objet social d'une entreprise, parce que ça n'apporte finalement pas grand-chose. Alors, pour rebondir sur l'écriture de la raison d'être, chez Microsoft, vous n'avez rien décrit.
Vous n'avez pas de raison d'être écrite, affichée. Alors, c'est un petit peu. Alors d'abord parce que Microsoft est une entreprise américaine, donc si vous me parlez de la filiale française ou les filiales en Europe, c'est un peu différent. Mais on a une mission, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on a une mission qui est très claire. Et alors vous la définiriez comment? c'est vraiment de donner à chacun, sur la planète, dans l'expression qu'on utilise, la capacité de se réaliser pleinement. Et ça, cette mission, on le met vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise, parce que je crois que c'est un élément essentiel sur comment on écrit bien une raison d'être. C'est quelque chose qui doit être en lien avec la stratégie de l'entreprise. Ça ne peut pas être une opération de communication. Ça ne peut pas être quelque chose d'extérieur qui vient simplement, d'une manière cosmétique, donner l'impression que l'entreprise est sympathique ou citoyenne. C'est quelque chose qui doit être au cœur de sa stratégie, au cœur de ses métiers, pour que, et on en a déjà un petit peu parlé, on en reparlera un peu plus tard, pour qu'on puisse en mesurer concrètement les réalisations. Mais alors, quand vous dites se réaliser pleinement, c'est-à-dire que dans la raison d'être de Microsoft, vous imaginez même pas qu'il y a une dimension technologique ou qu'il y a une notion de progrès C'est plusieurs dimensions. Je vous donne 3 exemples concrets. Un premier exemple concret, et c'est beaucoup dans l'actualité, et ça fait écho à ce que disait Karine à l'instant, la question du développement durable et du changement climatique. Pour une entreprise des technologies comme des technologies de l'information comme Microsoft, c'est évidemment essentiel qu'on ait des engagements à cet égard. Donc, on a pris des engagements pour être neutre en carbone en 2030 et en 2050 d'avoir restitué tout ce qu'on avait consommé depuis la création de l'entreprise. Donc, c'est un engagement très fort, très mesuré. Oui, vous y compris d'ailleurs dans une stratégie de rattrapage. Pas simplement de rattrapage. Pas simplement de rattrapage, de changement profond de ce facteur de production qu'est la technologie. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, on donne à la supply chain, à notre écosystème, des moyens pour mesurer son empreinte carbone. Pour dire d'une certaine manière, les outils qu'on vous fournit peuvent non seulement vous aider à être neutre d'un point de vue de la consommation carbone, mais également être vertueux. Donc on essaye d'avoir une approche qui est une approche dans notre projet industriel de résultats positifs sur cette question-là. Ça, c'est un premier exemple. C'est au cœur de notre métier, c'est ce qu'on produit. Un deuxième exemple, on parlait de formation. Tout le monde mesure que dans la révolution industrielle qu'on traverse, eh bien, la capacité à savoir manier les outils numériques, à comprendre comment ils fonctionnent, à acquérir cette grammaire du numérique, sans que tout le monde devienne ingénieur ou développeur, parce que je ne serai jamais moi-même d'ailleurs, eh bien, ça réclame de la formation. Formation continue pour ceux qui sont déjà sur le marché du travail, mais également pour les futures générations. Donc on a ouvert des écoles de formation à l'intelligence artificielle, y compris pour des jeunes qui avaient des parcours un peu brisés, un peu ratés, avec des contrats d'apprentissage, avec, on l'évoquait, avec l'écosystème, parce que je crois que c'est un élément très important. Vous ne le faites pas tout seul, la raison d'être. Ce n'est pas une entreprise seule dans son coin, et Karine le disait à l'instant, ou Christian également, qui dit « Tiens, moi j'ai une raison d'être et ça va marcher tout seul ». C'est votre écosystème, ce sont les parties prenantes, c'est les fournisseurs, les salariés, c'est tout le monde. Et le troisième élément, parce que c'est au cœur de notre métier également, la cybersécurité. Et un exemple très concret, il y a 3 ans, à Paris, au Forum de Paris pour la paix, on a été impliqué dans l'appel de Paris pour la sécurité dans le cyberespace, où il y a aujourd'hui plus de 1000 parties prenantes, des États, des entreprises, des ONG, des universités, la FJE d'ailleurs, qui travaillent à faire en sorte qu'on soit dans un cyberespace plus sûr, plus vertueux. Et ça, ce sont des choses très concrètes qui font que votre mission, elle se traduit dans les faits et elle n'est pas simplement une opération de communication. Et là, c'est, je crois, quelque chose de tout à fait essentiel. Alors là se posent pour moi 2 questions. Est-ce que tous ces engagements-là suffisent à motiver et à engager les collaborateurs? Ça, c'est une première question. D'accord, je veux bien y répondre. Gardez-la en tête. Et la deuxième, après, c'est comment mesure-t-on? C'est-à-dire, vous faites un programme d'insertion professionnelle, comment vous mesurez les effets de toutes ces actions-là? Rapidement, mais je pense que Karine et Christian rebondiront aisément sur ces sujets-là. Sur la question des collaborateurs, il y a un point qui est tout à fait essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les collaborateurs, et notamment les plus jeunes, sont en quête de sens. C'est-à-dire qu'on ne rejoint pas une entreprise simplement parce qu'elle a un beau nom, parce qu'elle a des résultats financiers formidables. On la rejoint parce qu'elle permet d'apporter quelque chose dans sa propre réalisation individuelle. Donc les jeunes talents sont demandeurs de ce sens. Donc ils sont aussi, les premières vigies
de ce que l'entreprise est respectueuse des engagements qu'elle a pris. Et sans doute que dans l'acquisition des talents, comme on dit aujourd'hui dans les RH, dans cette capacité à attirer les nouveaux talents, cette dimension-là est essentielle. Enfin, j'imagine que chez Veolia, c'est la même chose que chez Microsoft, je le suppose. Veolia, est-ce que vous avez c'est ce qu'on aime bien dire. Les salariés ne se lèvent pas le matin pour maximiser le retour aux actionnaires. On se lève parce qu'on veut du sens. Pour revenir un peu sur ce sujet de mise en œuvre, en effet, c'est comment on implique les salariés. Donc, on a toute une série de démarches. On fait par exemple évidemment du cascading, comme on dit. J'ai du mal aujourd'hui avec les bons termes en français. Du cascading, c'est-à-dire la diffusion en interne de la raison d'être. On fait des ateliers. Donc, toutes les équipes des différentes BU du groupe passent sur ces ateliers de formation. On leur présente la raison d'être avec des formateurs. On leur demande quel mot résonne le plus, d'échanger là-dessus. Donc, c'est vraiment un travail un peu de brainstorming, de team building autour de la raison d'être pour qu'ils se l'approprient, qu'ils voient ce que c'est. Et puis, un autre sujet, moi, qui me tient à cœur et où je pense que c'est vraiment fondamental et qui va vraiment changer la donne, c'est le pilotage de la performance chez Veolia, où pour la première année, on va passer sur une performance plurielle. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la performance financière, chiffre d'affaires, marge, free cash flow, c'est une performance plurielle autour de 5 objectifs. Les clients, les salariés, les actionnaires évidemment, la planète, c'est-à-dire tous les sujets d'environnement, et les territoires, l'empreinte territoriale dont on parlait tout à l'heure. Et donc autour de ces 5 axes, on va avoir 18 indicateurs pour piloter la performance, ce qui à mon sens pour les salariés va changer considérablement la donne, parce que quand on regarde un projet d'investissement, on ne va pas regarder uniquement son retour sur investissement, on va aussi regarder ce qu'il induit en termes de biodiversité, d'émissions de gaz à effet de serre, de sujets de mixité, de formation professionnelle. Alors, pour les salariés, c'est passionnant. C'est au niveau du groupe ou c'est au niveau du groupe. C'est au niveau du groupe, donc c'est à la fois passionnant pour les salariés, parce que ceux qui sont venus pour avoir du sens, ça y est, ils trouvent un sens encore plus approfondi. Et puis pour être sûr aussi que quelque part ça fonctionne en interne, on va lier la rémunération des bonus à cette performance plurielle. Alors sur la question des bonus, en fait, l'idée c'est de dire qu'un salarié va être rémunéré en fonction de cette performance plurielle, exactement. En fonction de cette, d'accord. Moi, j'ai dirigé, la manière dont il fait infuser une politique RSE. Moi, j'ai dirigé une BU pendant 5 ans. Je dois dire que, comme tout le monde, j'étais très sensible à mon bonus. Je connaissais par cœur les critères de mon bonus, tout comme mes équipes, parce que, quelque part, le bonus, c'est une grande partie de la rémunération dans le secteur privé, donc on y est sensible. Et là, au lieu d'avoir quelques indicateurs financiers, on inclut toute cette gamme beaucoup plus large de critères liés à la performance plurielle. Et ça, je pense que ça change carrément la donne, parce que le patron opérationnel va se dire que s'il est mauvais en termes de biodiversité, il va le sentir passer son bonus. Et donc, c'est une manière aussi qu'il s'approprie la raison d'être, que tout d'un coup, il regarde quels sont les objectifs, les indicateurs, et qui disent tiens, je vais m'améliorer. La mixité homme-femme fait partie des sujets, le taux de formation professionnelle, après tous les sujets évidemment, l'empreinte territoriale, donc toute une série de sujets. Et je pense qu'il n'y a pas mieux malheureusement que les bonus et la rémunération individuelle pour susciter après aussi des comportements. Oui, c'est là collectifs. où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on appuie sur un levier très universel, qui est qu'on est tous attachés à nos conditions de rémunération, exactement, pour inclure des sujets RSE, ESG. Et c'est ça que je trouve formidable dans ce dispositif. Oui, si je peux rebondir là-dessus, parce que chez Microsoft, je parlais de l'environnement tout à l'heure, sur les critères environnementaux, ça va être, effectivement, c'est déjà un élément de la rémunération des dirigeants d'entreprise. Donc c'est quelque chose de très concret, qui n'est pas vécu comme un élément extérieur, mais comme un élément, encore une fois, au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et sur lesquels ils peuvent agir. Et sur lesquels ils peuvent agir. Et tout à l'heure, vous me posiez la question sur Microsoft Raison d'être. L'un des éléments très intéressants dans la façon dont on déploie cela, c'est notre impact sur les territoires où on est présent. C'est-à-dire que Microsoft en Europe est profondément attaché à la façon dont les Européens ressentent aussi la question des technologies du numérique. La question des données personnelles, ça fait partie, d'une certaine façon, de notre responsabilité sociale d'entreprise. La façon dont on travaille sur ces sujets-là, eh bien évidemment, en Europe, on l'a travaillé en tenant compte de ce qu'étaient les aspirations des Européens. Et d'une certaine manière, et ça c'est intéressant dans les évolutions du capitalisme, l'Europe a pu aussi, via des entreprises comme Microsoft, influencer les législations américaines. Quand on voit aujourd'hui les mouvements aux États-Unis sur les données personnelles, sur même le droit de la concurrence, ce sont des choses qui viennent de la façon dont l'Europe a travaillé sur ce sujet-là et dont des entreprises comme Microsoft ont également intégré ça dans leur stratégie européenne et nationale. C'est cette dialectique qui est en œuvre et qui est assez profonde dans les changements qu'elle procurera. Avant de passer à la troisième partie, Christian Noël. Non, j'avais deux commentaires. Le premier, effectivement, c'est le vrai sujet. Moi, j'aime pas beaucoup le terme, mais il résume à lui tout seul, c'est le problème de l'embarquement. C'est-à-dire qu'il faut embarquer tout le monde. C'est-à-dire que la raison d'être, c'est pas un sujet
d'un dirigeant qui décide de. Non, il y a évidemment les actionnaires qu'il faut embarquer, ça c'est évident, mais il y a tout l'écosystème qu'il faut associer et être sûr qu'être en phase et aligner le plus possible les intérêts. Ce que fait Veolia est très intéressant de ce point de vue-là. C'est vrai que le volet financier est un volet peut-être un peu trivial, mais enfin en demeurant, si vous voulez, c'est quand même un peu la raison pour laquelle on bosse dans la vie. Donc voilà. On va le dire, bon. Et donc, je trouve que le sujet de l'alignement, c'est un sujet, ou de l'embarquement, c'est un sujet qui n'est pas assez, à mon avis, pris en considération dans beaucoup d'entreprises qui se sont dotées d'une raison d'être et qui voient ça un peu comme un sujet de COMEX et qui ne se rendent pas compte que pour que ça marche, il faut que chaque salarié. Il faut que tout le monde y aille, quoi. Tout le monde soit en phase et tout le monde a envie d'aller dans la même direction. Parce qu'autrement, je pense que c'est compliqué. Bon. Très compliqué. Ça peut même avoir un effet négatif. Enfin, on peut rester à de l'affichage avec des mots qu'on entend. Enfin, toutes les entreprises emploient un petit peu les mêmes langages. Voilà. Et embarquer également l'actionnaire. Et derrière, c'est un point très important. Si vous faites une promesse et que vous ne la tenez pas, l'effet de retour est encore plus violent. Est terrible. Donc, si vous prenez un engagement, et ça rejoint la question de la performance et des mesures qu'on a, et on va en parler, et du rôle du juriste, j'y reviendrai dans un instant, mais c'est extrêmement important. Vous faites cette promesse à la société, donc vous devez être accountable, comme diraient les Américains, responsable de ce que vous avez pris comme engagement. Donc vis-à-vis de vos salariés, vis-à-vis de vos parties prenantes, vos stakeholders. Et ça, c'est l'un des vecteurs de changement profond que l'on peut mesurer tous les jours. Voilà. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'un certain nombre d'entreprises, à mon avis, ont confondu peut-être un peu vitesse et précipitation, c'est-à-dire qu'elles se sont dotées d'une raison d'être, mais elles n'ont pas réfléchi à toutes les conséquences que ça engendrait. Et parmi ces conséquences, il y a justement cette notion d'embarquement et d'alignement qui fait que c'est absolument nécessaire. Donc c'est pour ça que construire une raison d'être, c'est un mouvement itératif. Moi, je suis assez surpris de voir une société qui, from scratch, adopte le statut d'entreprise à mission, sans avoir été au préalable réfléchi à une raison d'être et sans avoir la raison d'être, voir si je peux me doter d'une raison d'être. Bon. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est ce que disait Marc sur l'influence de l'Europe. Effectivement, l'Europe, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais enfin, on s'en rend pas compte. Nous, on s'en rend compte, mais le grand public s'en rend peut-être pas assez compte. C'est l'importance de l'Europe sur ces sujets-là aujourd'hui et le poids de l'Europe est considérable. Là, on vient de parler des données RGPD, mais il y a quelque chose qui a un nom un peu barbare, mais qui est incroyablement structurant dans la vie économique, qui est la taxonomie. Taxonomie, ça va influencer le financement de toutes les entreprises de façon massive. Vous avez aujourd'hui la taxonomie est verte, ce qu'on appelle environnementale. Là, depuis le 14 juillet, on a compris qu'elle allait être sociale. La Commission européenne a publié un rapport d'une centaine de pages sur la taxonomie sociétale. Je peux vous promettre qu'on est... Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Non, on s'y attendait. Mais ça me fait plaisir parce que c'est normal, si vous voulez, on ne peut pas... l'un ne fonctionne pas sans l'autre. On ne peut pas modifier un système économique à travers l'environnement sans avoir par derrière le comportement social d'une entreprise. Donc les deux sont liés. D'ailleurs, dans le rapport, on voit bien que les deux sont liés. Et donc, si vous voulez, tout ça, c'est de la soft law, c'est pas mais ça va. Et là, l'Europe est franchement en pointe. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'Europe est très, très en avance là-dessus. Vous dire que c'est presque un hasard de calendrier, mais on voit aujourd'hui une prolifération d'articles, de textes, de littérature sur la raison d'être qui a rencontré une crise sanitaire inattendue, un contexte particulier et propice à des réflexions quasi philosophiques au sein des entreprises. On se retrouve tout de suite après cette vidéo. L'entreprise de demain sera-t-elle nécessairement politique? Christian Noël, de plus en plus d'entreprises affichent et communiquent leur raison d'être et d'autres également, de plus en plus nombreuses, 225 à ce jour, adoptent le statut d'entreprise à mission.
Christian Noël, quel regard portez-vous sur cette prolifération? Avoir un statut particulièrement contraignant est-il un passage obligé? Alors, contraignant, je ne sais pas, hein, c'est intéressant le statut d'entreprise à mission, si vous voulez, c'est pas contraignant. On se déclare entreprise à mission et après, on fait en sorte d'être entreprise à mission. Si on fait le parallèle avec les Bicorp, c'est exactement l'inverse. Les Bicorp, il faut d'abord remplir un questionnaire, passer un examen pour devenir Bicorp. Donc là, si vous voulez, on est dans une logique complètement différente. On est dans une logique Bicorp où, en fait, on est nommé Bicorp. Alors qu'en entreprise à mission, on s'autoproclame entreprise à mission et puis on fait une entreprise à mission. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une idée de la question, renseignez-moi, mais il n'y a pas une idée d'opposabilité possible plus tard? Plus tard, mais je veux dire, demain matin, n'importe qui peut se déclarer entreprise à mission. Et simplement, il faut faire en sorte que l'entreprise demeure entreprise à mission. Donc, elle a un cadre qu'elle doit respecter pour s'assurer qu'elle n'a pas fait et dit n'importe quoi. Mais si vous voulez, on s'autoproclame entreprise à mission. Donc, je veux dire, c'est tout sauf contraignant. Une fois que, mais simplement, c'est sûr que le jour où on s'autoproclame entreprise à mission, il faut faire en sorte de respecter son statut. De même que quand on veut être une bicorp, on fait en sorte de rester bicorp. Donc, si vous voulez, je veux dire par là, pour moi, c'est pas contraignant, c'est une décision que normalement on doit s'imposer à soi-même. Donc, Et que pensez-vous on parle de plus en plus d'entreprise-providence, comme on parle d'État-providence? L'entreprise, si vous voulez, alors là, je vais vous choquer terriblement, la première fonction de l'entreprise, c'est quand même de gagner de l'argent. Et si on ne gagne pas de l'argent, si vous voulez, on ne peut pas assumer son engagement envers la société. C'est la première responsabilité de l'entreprise, c'est quand même de gagner de l'argent. Bon, après que la valeur créée soit partagée de façon différente, c'est un autre sujet. Donc on n'est pas dans la philanthropie quand on est une entreprise. C'est d'ailleurs, là pour le coup, c'est même inscrit dans le Code civil, c'est même inscrit dans la loi. C'est l'objet même d'une société, c'est quand même de gagner de l'argent. Bon. Donc on n'est pas dans la notion de providence. La providence, c'est la philanthropie, le mécénat. J'imagine que Veolia, je veux dire, s'il dit à ses actionnaires, les enfants, Veolia c'est une entreprise providence, d'avoir quelques Nous, on aime bien à dire que l'entreprise, on n'est pas une entreprise bisounours. Voilà, il ne faut pas confondre non plus. Et justement, on a une fondation chez Veolia. Enfin, est-ce que l'État-providence est un État bisounours? Non, mais en effet, comme on dérive un petit peu sur ce genre de sujet, en effet, je suis tout à fait d'accord avec Christian. L'objectif, comme dans l'entreprise, est de gagner de l'argent, de créer de la valeur. Et après, il faut voir comment on répartit cette valeur. Et nous, d'ailleurs, sur tous les sujets qui nous tiennent à cœur, on essaie de le mettre au cœur des business models. L'accès aux services essentiels, l'inclusion sociale, etc. Si on fait ça, j'allais dire, par empathie, par compassion, parce qu'on se dit c'est quelque chose de bien, dès qu'il y a une crise économique comme le Covid, on va arrêter. C'est un peu comme le sujet des femmes. Voilà, si on se dit qu'il faut promouvoir des femmes parce que les pauvres, nous représentons 50% de l'humanité, il faut promouvoir des femmes, c'est un sujet de justice, on ne va pas aller très loin parce que le jour où ça ira mal, on va arrêter. Si on pense qu'avoir des femmes, ça apporte de la diversité, ça apporte un regard différent, ça apporte plus de mixité des équipes, plus de valeur, là pour le coup, quelles que soient les crises, on continuera. Et nous, sur tous ces sujets de développement durable et de ESG, on essaie de trouver des business models rentables où en même temps, on prend en compte ces contraintes environnementales. Sinon, on sait très bien qu'il y aura un coup d'arrêt dès qu'il y aura une difficulté économique. Alors, on peut peut-être parler à ce moment-là des indicateurs. Qu'avez-vous à dire sur les indicateurs? Ce grand dossier des indicateurs. Je vais laisser Karine répondre là-dessus, mais juste sur cette question, parce que c'est le thème même de notre échange aujourd'hui. C'est l'entreprise, elle s'engage sur ces sujets-là parce que c'est aussi un élément de sa performance. Oui. C'est un élément de sa performance. C'est ça qui est essentiel. Tout ce que tu viens de dire, ce que Christian dit, c'est d'un point de vue très rationnel, une façon pour l'entreprise de réaliser certainement des profits, mais en conformité avec les attentes de la société. Ça n'est plus possible pour une entreprise, sur le long terme, un court terme c'est toujours une possibilité, mais sur le moyen et le long terme, ça n'est pas possible d'être profitable économiquement, en ne répondant pas aux attentes de la société qui, aujourd'hui, c'était l'un des éléments de la vidéo, place les entreprises comme un acteur politique, d'une certaine façon. Exactement. On ne peut plus l'ignorer. Et donc, évidemment, il faut, de ce point de vue-là, être très rationnel et objectif dans la façon d'avoir des indicateurs de performance sur la façon de réaliser ces objectifs, à la fois sur un plan économique
à la fois sur un plan juridique, et on en dira sans doute un mot, parce que pour moi, c'est une des grandes évolutions, avant de venir sur les exemples concrets que Karine a à l'esprit pour Veolia, une des grandes évolutions, et là je prends la casquette de la FJE, c'est que le droit, aujourd'hui, il est aussi produit par les entreprises. On parlait de soft law, mais tout ce qu'on vient d'évoquer, la RSE, c'est pas de la communication, ce sont des procédures, c'est de la conformité. C'est pour les juristes un rôle central dans la façon dont l'entreprise met en œuvre ses engagements. Et donc d'une certaine façon, au XXIe siècle, on verra de plus en plus l'entreprise être une source de droit, parce qu'elle est acteur ou actrice de ce changement sociétal. Et sans doute aussi parce qu'on traverse une révolution industrielle et qu'à travers l'histoire, on a toujours vu, les révolutions industrielles sont des moments de changement de paradigme. Il y a un nouveau paradigme qui se met en place dans lequel l'entreprise a un rôle important et au sein de l'entreprise, les juristes pour être des vigies, des gardiens, mais également des stratèges sur la façon de mettre en œuvre ces indicateurs de performance, pas simplement comme Père Fouettard, mais également d'une manière positive et dynamique, en créant de la soft law, des codes de conduite, de la formation, en étant, à travers par exemple le devoir de vigilance, certains que les fournisseurs sont respectueux des droits humains, s'assurer que l'environnement est traité comme un élément central de la vie de l'entreprise. Donc ça, c'est un changement profond qui fait qu'il y a des acteurs comme les juristes qui vont jouer un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre concrète, objective et mesurable de ce qu'est la raison d'être. Non, mais ça, c'est une, excuse-moi, Karine, ça, c'est une donnée constante. C'est plus l'environnement économique est bouleversé et chamboulé, plus le droit devient la colonne vertébrale. On l'a connu pendant la phase, la bulle Internet. Le droit, en fait, on est remonté au Code civil. Moi, quand j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là, on allait chercher, en fait, le Code civil de 1870. Et là, c'est un peu la même chose, mais un peu différemment. Donc, plus le monde est bouleversé, plus le droit devient important parce que c'est la colonne vertébrale de notre société. Ouais. Excuse-moi. Karine Kroos, donc vous aviez des exemples à nous Oui, j'avais des exemples. Alors pour rebondir sur ce que disait Marc, je pense qu'il y a deux écueils sur ces sujets de raison d'être. Il y a un premier écueil, donc on a commencé à parler, qui est le greenwashing. Est-ce qu'il y a vraiment des objectifs, des indicateurs? Est-ce que c'est suivi? Donc c'est ça dont je commençais à vous parler. Nous, chez Veolia, donc on a toute une série d'exemples et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont des exemples. Et on peut penser aussi à la question de la pertinence des indicateurs. La pertinence des indicateurs. Alors ça aussi, c'est un travail, je vais dire, c'est du travail. Chaque jour, on avance. Oui. Chaque jour, on avance parce que voilà, c'est évidemment, on part de pas grand-chose, donc chaque jour on s'améliore. Nous, on a défini 18 indicateurs chez Veolia, ça se trouve dans 2-3 ans, on passera à 19 ou à 17, j'en sais rien. On les améliorera parce qu'on se rendra compte qu'il y a des effets de biais, mais comme toute une série d'indicateurs. Voilà, aucun indicateur n'est jamais parfait et on avance un petit peu en marchant. L'autre sujet, en effet, c'est souvent on se dit la raison d'être, pourquoi les entreprises font ça? Est-ce que c'est de la philanthropie? Est-ce que leur objectif est de gagner de l'argent ou pas? Et je pense que Marc a tout à fait raison. Depuis toujours, les entreprises qui sont prospèrent sur la durée, c'est les entreprises qui ont fait preuve de leur utilité au sens large. Vous parliez du PDG de Veolia, Antoine Frérot. Il aime bien dire qu'une entreprise est prospère car elle est utile. Voilà, on gagne de l'argent car on est utile et ce n'est pas le contraire. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que les entreprises qui se dotent d'une raison d'être, ce sont des entreprises sur le temps long, des entreprises d'infrastructure. Donc nous, Veolia, on en fait typiquement partie. On a été créé en 1853 pour répondre à l'époque à une épidémie de choléra, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'assainissement de l'eau. Vous buviez de l'eau qui n'était pas assainie, vous attrapiez le choléra, et c'est comme ça qu'on a été créé pour répondre à un problème de santé publique. Et donc nous, on a dans notre ADN chez Veolia le fait qu'il faut se projeter sur le temps long, trouver des solutions, être en adéquation avec nos territoires. Et je pense que toutes les entreprises l'ont compris. Tous ces sujets de ESG, c'est pas uniquement, j'allais dire, voilà, pour être sympathique, bisounours, entreprise providence, c'est parce que c'est le gage de leur pérennité. Et on le voit bien, les entreprises qui se comportent mal, il y en a probablement moins en Europe, mais dans certaines autres géographies, il y a toujours un moment où elles se font attaquer de toutes parts. La pression sur les entreprises est plus forte du fait d'une comment dire, des réseaux sociaux, d'une communication, enfin, où on est engagé à plus de transparence. La transparence est plus forte, mais comme dans tous les domaines, en effet, la transparence liée à une nouvelle technologie, mais ce qui est sain aussi, parce que c'est vrai que c'est un peu comme quand vous courez un marathon, si vous n'avez pas de boussole, vous ne savez pas si vous le courez en 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est bien aussi d'avoir, je trouve, un regard extérieur sur l'amélioration. Et tous ces indicateurs de performance plurielle, on sait bien que c'est un process ongoing, quelque part, on va s'améliorer, on va faire mieux, et c'est là où c'est intéressant, d'ailleurs, le débat que vous organisez ce matin, tous ces échanges de bonnes pratiques, de voir comment on fonctionne entre une entreprise américaine, une entreprise européenne, de voir un peu quelles sont nos bonnes pratiques. Donc voilà, on s'améliore tous en avançant. Alors, faut-il créer ses propres indicateurs ou suivre des grilles ou les grilles qui existent, des recommandations ou des labellisations?
quel est le plus efficace pour gagner en performance? C'est un peu un balbutiement. Avoir un modèle universel, je pense que ça sera quand même assez compliqué. Puis tout est très lié aussi au type d'activité. Exactement, il faut que ce soit lié aux spécificités des métiers. Danone, par exemple, est très en pointe aussi. Je pense qu'on n'a pas les mêmes indicateurs. Danone et nous, on ne fait pas la même chose. Eux, ils vendent évidemment aux clients individuels. Nous, on fait ce qu'on appelle du B2B2C, c'est-à-dire qu'on vend plutôt à des collectivités la gestion de l'eau, des déchets, mais qui après, voilà, c'est vous qui la consommez. On n'a pas les mêmes types de métiers, les mêmes types d'activités. Je ne pense pas que ça aurait beaucoup de sens d'avoir les mêmes indicateurs. Certains seront les mêmes. Le taux de formation des salariés, ça, je pense qu'on va l'avoir dans toutes les entreprises. La mixité, on va l'avoir. Les sujets RH, probablement. Après, en revanche, c'est plus des sujets métiers. Je pense tout à fait, oui. Parce qu'il y a des modèles économiques qui sont très différents. Donc, le B2C, le B2B, le B2B2C, à chaque fois, sont des modèles différents. Même dans le secteur du numérique, il y a des modèles économiques très différents. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a des éléments communs. La diversité, la dimension sociale. Là, je pense qu'on peut avoir des indicateurs universels, effectivement. Après, on retrouve les questions liées au métier. Mais si on prend par exemple, nous, sur nos technologies, avec la crise du Covid, on s'est retrouvé dans cette situation intéressante où on a été un outil de la continuité. Les technologies, on a tous utilisé ces technologies qui permettaient de continuer à travailler alors qu'on était confinés. Donc ça, c'est très positif. En même temps, ça nous a donné des responsabilités supplémentaires. Donc, parce qu'on est devenu quasiment une infrastructure critique, d'une certaine façon. Et donc, la question fait que les indicateurs qu'on pouvait avoir à cet égard avant la crise, on est obligé de les repenser, de les revisiter. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est aujourd'hui un outil qui assure la continuité de l'État, la continuité de l'économie? Comment on se positionne? Quelles sont nos responsabilités? Une entreprise ne peut pas, au sortir de la crise, j'espère qu'on est au sortir de la crise, se dire, tiens, je continue à penser de la même manière. On a une responsabilité nouvelle qui s'est imposée, qui était logique au regard de ce qu'est notre activité économique, et en même temps, on doit bien voir qu'on a encore un peu plus de responsabilité à cet égard. Donc, l'entreprise doit être en mouvement permanent aussi sur ces sujets-là. Vous pensez que ce serait utile d'avoir un indicateur d'intérêt général? Mais je ne sais pas s'il y a un indicateur d'intérêt général. Je pense que, encore une fois, il y a une forme de granularité sur ces sujets-là. Avoir des objectifs trop globaux, je ne suis pas certain que ça aide à être efficace dans la mesure. Il faut sans doute des points ombrelles un petit peu, et puis après, il faut que chacun, dans son métier, même dans ses business units, parfois, aille dans le sens du détail avec les procédures qui accompagnent, pour être certain qu'on a les KPIs, pour parler en bon français, mais on a également les procédures qui permettent de s'assurer qu'ils sont bien réalisés et de les faire évoluer aussi. Sur ces grands messages globaux, c'est aussi la limite de l'affichage et de la perception en fait de cette question de raison d'être. Je pense que la simplicité des grands messages très génériques en fait occulte peut-être la réalité vécue de l'animation de la raison d'être en interne. Oui, et puis il faut surtout que ces indicateurs soient vraiment liés au métier, parce que le salarié va s'y reconnaître. Le salarié qui fait de la gestion de l'eau chez Veolia, s'il a par exemple un indicateur sur le taux de fuite dans les réseaux, le taux de fuite c'est évidemment pas idéal, ça veut dire que c'est de l'eau qui se perd et qui n'est pas consommée, ça lui parle. Il voit très bien en quoi ça participe à la protection de l'environnement. Donc il faut vraiment des choses qui parlent aux salariés, et c'est là où je pense que comme on n'a pas le même métier, par définition, à part quelques indicateurs communs sur les RH, l'inclusion sociale, tout le reste, heureusement qu'on aura des indicateurs différents, parce que sinon ça veut dire qu'on plaque une logique toute faite, alors que ce n'est pas le sens de la démarche. Mais je pense qu'il y a effectivement une frustration pour le grand public qui est un peu éloigné de l'entreprise de ne pas bien comprendre ou d'un... En fait, les entreprises font des efforts absolument considérables, et Veolia et Microsoft en sont des exemples vivants, pour avoir une démarche vraiment très sincère avec toute une batterie d'organisation, de systèmes, de procédures. Et c'est très difficile pour le grand public, effectivement, de le comprendre, de le percevoir. Et moi, ma crainte, si vous voulez, c'est ce décalage entre la société civile, le monde de l'enseignement, par exemple, et le monde de l'entreprise. Et on a un peu l'entreprise, on a un peu le sentiment, enfin moi je l'ai beaucoup malheureusement, que l'entreprise parfois nage à contre-courant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas comprise, elle n'est pas connue, son engagement n'est pas connu, son engagement n'est pas reconnu. Et il ne faut pas, à mon avis, que l'entreprise surjoue là-dessus en surcommuniquant. Non, il faut que l'entreprise reste elle-même. Et je pense que c'est à la société civile, et
de façon générale, de faire un peu l'effort quand même de comprendre et d'accepter l'entreprise. Parce qu'autrement, si vous voulez, notre société ne tournera plus rond, puisqu'aujourd'hui, l'entreprise est au cœur de la société. Mais Et on ne peut plus indéfiniment nager à contre-courant. Et ça, c'est un vrai sujet. Un dernier mot peut-être sur la formation et peut-être sur la formation aussi. Un dernier mot sur la formation. Ça va être court. Et aussi, il faut rendre l'antenne sur la formation et aussi la formation à la raison d'être et aux nouveaux métiers qui en découlent. Si quelqu'un a une... Oui, c'est le sujet. Oui, Vous êtes au cœur du... C'est difficile de dire un mot, non, mais sur la formation, oui. Et tout à l'heure, Karine le disait, nous, chaque salarié est formé vraiment à un certain nombre de critères, y compris sur la diversité, de manière très précise, avec des formations validantes, donc sur les questions environnementales. Donc, il y a la formation permanente des salariés qui est un élément central. Il n'y a pas de... C'est une évidence. Il n'y a pas de raison d'être, il n'y a pas de RSE sans formation des salariés parce que c'est l'embarquement, c'est tout le monde doit être aligné du haut jusqu'en bas ou du bas jusqu'en haut. Ça, c'est le premier point. Sans doute que sur la formation, il faudra penser, et ça rejoint ton point, Christian, que dans la formation initiale, dans les écoles, dans les universités, on doit faire comprendre ce qu'est le rôle d'une entreprise aussi, pour qu'il y ait cet échange dès la formation initiale. Et nous, on pousse, par exemple, pour les juristes, que ça soit un élément de la formation des juristes pour qu'ils comprennent cette dimension-là, parce qu'ils vont en être des acteurs. Et puis, il y a quelque chose qui est sans doute, à mon sens, très important et qui rejoint cette préoccupation qu'évoquait Christian, c'est qu'il faut absolument multiplier les forums où les entreprises, les pouvoirs publics, la société civile dialogue. J'évoquais l'appel de Paris sur la cybersécurité. Le Forum de Paris pour la paix, qui a lieu chaque année à Paris désormais, c'est Justin Weiss et Pascal Lamy qui organisent ça. C'est un forum dans lequel on fait dialoguer toutes les parties prenantes, justement sur les questions de gouvernance de la mondialisation. Et donc d'essayer de trouver des nouvelles régulations, parce que ces questions-là, elles sont parfois vertigineuses. Et c'est illusoire de penser qu'un seul acteur est à lui seul la réponse à ces questions-là. Et donc, ce dialogue permanent, qui est très exigeant pour les entreprises, mais qui est extrêmement excitant intellectuellement et qui, je pense, remplit les salariés de beaucoup plus de matière, même personnelle, ce dialogue-là, on doit l'avoir tout au long et on doit multiplier les forums dans lesquels ces échanges ont lieu. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à ce plateau, à cet espace de dialogue. Je voudrais remercier les équipes de Réputation Squad pour la réalisation, l'Institut de droit des affaires Aix-Marseille Université et enfin les équipes de Mars at Work qui ont travaillé à la préparation de ces premiers grands entretiens. J'espère vous retrouver bientôt.